Là, tu es admissible. Tu cliques sur le site, j'imagine, tu découvres que tu es admissible à HEC. Mm. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Hello Joachim, écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau, de pouvoir t'interviewer, de pouvoir parler de toi un peu différemment que ce que on connaît de toi. On connaît de toi quoi? L'auteur du GMTM, du Grand Miel du Taj Mahal. On sait que tu as eu performé comme une machine au Taj Mahal. Et on va avoir l'occasion de te découvrir un peu différemment, à travers ton parcours, à travers l'étudiant que tu étais, à travers peut-être aussi les questionnements que tu te poses. Et puis, je voudrais aussi quand même parler au nom de tous ces étudiants que tu as challengés, ces dizaines de milliers d'étudiants que tu as dû challenger au cours de ces années, pendant lesquelles tu as dû voilà, va revoir ta copie, ça va pas ce que tu as répondu, ton argumentaire va pas, ton introduction va pas, ta conclusion va pas, et je vais pouvoir moi jouer ce rôle et prendre leur revanche. Et voilà, donc je voulais aussi m'exprimer au nom de tous ces gens que tu allais voir. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je pense que la manière dont on se présente en dit long sur sa personnalité, sur qui on est. Et donc, je vais pas te donner de directive spéciale, juste te dire, voilà, dis-moi, comment tu as envie de te présenter, comment tu as envie qu'on te connaisse aujourd'hui. Merci Guillaume de me recevoir. Effectivement, les étudiants, on les challenge pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. J'espère que je vais donner le meilleur de moi-même. En tout cas, le but là, c'est de se livrer. Je m'appelle Joachim Pinto, j'ai 32 ans. Je suis cofondateur avec Arnaud Sévigné de Hello Business School, Hello Taj Mahal, plus globalement du groupe Hello Éducation, qui est un groupe qu'on a construit autour de constats, de remettre l'excellence au cœur de la pédagogie, autour de valeurs aussi, de donner accès à l'éducation à tous. Nous, avec Arnaud, c'est vrai qu'on a comme point commun peut-être de ne pas venir de familles hyper aisées, de venir de milieux modestes. Et on a réussi à mettre en place des techniques pour préparer des étudiants pour que, quel que soit leur milieu social et leur milieu d'origine, ils puissent avoir accès aux meilleures écoles. Donc tu l'as dit, on a formé, il faudrait qu'on compte, mais quasiment plus de 10 000 étudiants. Ça va faire 12 ans, 13 ans qu'on est sur la préparation des étudiants. Et donc effectivement, c'est une passion. Et aujourd'hui, au travers du groupe Hello Éducation, on a envie vraiment de concrétiser ça et de donner encore plus d'ampleur à travers un média, Hello Business School, et une prépa, Hello Prépa. Alors, tu parlais de valeurs, justement. Ce serait quoi tes valeurs, ton hymne, je sais pas, une mentale ou ton proverbe, vraiment, qui t'accompagne dans la vie et qui te permet de devenir ce que tu es aujourd'hui? Il y en a plusieurs, selon si tu es sur un plan perso ou pro. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il résume un peu toutes les facettes. En plus, je l'aime bien parce qu'il vient de ma grand-mère paternelle. Le non, tu l'as, le oui, peut-être. Le non, tu l'as, le oui, peut-être, ça veut dire la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie, c'est qu'on te dise non. Et la meilleure chose, c'est qu'on te dise oui. Et ça, tu peux te l'appliquer dans tous les domaines. Pro, aujourd'hui, on se lance avec Arnaud. C'est un risque, mais il faut le prendre. Perso, que ce soit pour aller challenger un stage, pour aller dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie de tous les jours, t'as rien à perdre à tester, à tenter. Et c'est ça que j'essaye de m'appliquer au quotidien et de sortir de ma zone de confort, quoi. Et alors, la dernière fois que tu l'as appliqué, ce dicton? J'essaie de l'appliquer tout le temps. J'ai envie de dire la dernière grosse fois, c'est pour le lancement de Hello Prépa. On avait donc le média Hello Business School, anciennement Monsieur École de Commerce, qui marchait très bien. Et chaque année, nos étudiants ils nous disaient mais quand est-ce que vous vous lancez sur la préparation? On est chaud pour vous rejoindre, on veut travailler avec vous. Et c'est vrai que il faut un peu sortir de sa zone de confort. C'est ce qu'on a fait. Et on a appliqué cette maxime, le non tu l'as, le oui peut-être. Ok, alors on va y revenir là-dessus justement sur ces 12 années d'expérience, sur ce que la demande, le besoin des étudiants. Avant cela, j'aimerais parler de ton parcours Mhm. en tant que lycéen. On va vraiment reprendre Ok. la genèse de C'est toi qui Joachim décides. Pinto Ok. avant qu'il ait 32 ans. Tu as été quel genre de lycéen? Tu es plutôt un cancre, la victime, le premier de la classe, l'incompris? J'étais, je dirais, le fainéant. J'étais d'un bon niveau. Fainéant. Ouais, pour utiliser un vocabulaire un peu sans vulgarité. Mais l'idée, c'est de dire que jusqu'à la terminale, j'avais pas vraiment pris conscience de l'importance que pouvaient avoir les études dans la vie et dans la suite des études. Et du coup, je me reposais pas mal sur mes acquis, pas mal sur mes points forts. Donc je m'en suis toujours sorti, mais j'ai pas été aussi bon que ce que j'aurais pu être en travaillant. Et du coup, ça s'est concrétisé par des moyennes qui étaient dans la norme, aux alentours des 12, 12,5, 13, 13,5, selon les années. Donc rien de catastrophique, mais j'ai mis du temps un petit peu à comprendre que le travail, c'était ce qui faisait la réussite. Et donc, j'étais un peu sur mes acquis, quoi. Et alors, un fainéant, il valide son bac à combien? Je valide mon bac à mention bien, 15 de moyenne. Ça va.
C'est pas, quand tu regardes dans ma classe, beaucoup de mentions très bien. Donc, du coup, j'ai toujours fait le minimum syndical, en tout cas de ce que j'estimais. Depuis que j'étais petit, moi, il faut savoir que ma mère a pas eu le bac, enfin, elle l'a eu après. Ma grand-mère a pas eu le bac. Donc, on m'avait toujours dit déjà, si t'as le bac, c'est déjà bien. Et ensuite, au fur et à mesure, voyant que j'étais un élève correct, on m'avait fait comprendre que la mention bien, ce serait vraiment un honneur ultime. Je suis la première mention de ma famille. Et donc, entre guillemets, je m'étais mis ça comme objectif. Sans vouloir vraiment aller chercher plus, je m'étais complu dans ce confort-là. Ça m'a un peu joué des tours après parce qu'il a fallu préparer les dossiers des prépas. Moi, j'ai fait une prépa HEC et les dossiers des prépas, c'est les notes et les appréciations. Moi, j'avais à la fois des notes moyennes et à la fois des pas très bonnes appréciations, justement parce que beaucoup de profs insistaient sur le côté pas assez travailleur et en prépa, il faut travailler. Et pourquoi tu fais le choix de la prépa alors que tu es un élève plutôt fainéant? En général, la prépa, on se dit, voilà, c'est hyper exigeant, il y a énormément de matières. C'est les élèves les plus rigoureux, généralement, qui prennent la voie de la prépa. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers la prépa là? Bonne question. Une combinaison de plein de choses. Une intervention dans un amphi d'un responsable de prépa. Mon meilleur ami qui se lance là-dedans et qui me parle de cette filière. Des matières que j'aime bien. Maths, éco, langue, ça me plaît. Il n'y avait que philo où vraiment j'avais une appréhension, on en reparlera. Et le fait de se dire aussi un petit peu par défaut, malheureusement, la fac, j'ai pas trop l'impression que c'est fait pour moi. Je me dis que dans des grands amphis, je vais me perdre. Moi, j'ai besoin de cadrage. Et du coup, ce qui m'a plu, c'était le côté de conserver un petit peu le mode du lycée. T'arrives, t'es dans une classe, il y a un appel, t'es vraiment pris en charge. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu dans la prépa. Donc, un peu de contenu, un peu de challenge perso, de me dire est-ce que j'en suis capable, et aussi l'accompagnement, l'encadrement que j'ai retrouvé en prépa d'après. Et tu connaissais l'existence des admissions sur titre au moment où tu t'inscris en prépa ou Non, et je pense que sinon, j'aurais pas fait de prépa. C'était ma question. Tu referais maintenant que tu sais justement que tu prépares des admis sur titre. C'est une bonne question parce que j'ai souvent la question. J'ai des étudiants qui me contactent, ils sont lycéens, est-ce que je dois faire une prépa? Je sais pas quoi répondre. Moi, la prépa, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Peut-être que c'est biaisé par le fait que j'ai réussi, que j'ai intégré une bonne école, en l'occurrence HEC. Peut-être que j'aurais pas le même discours si jamais j'avais intégré une moins bonne école. Quand je vois les sacrifices que ça a été, je sais pas si tu as prévu qu'on parle de la prépa. Bien après, sûr, on va en parler, bien les sûr. Ouais. sacrifices, l'investissement, et j'ai vu de mes propres yeux des personnes qui se sont investies comme jamais et qui ont eu des résultats qui étaient relativement décevants par rapport à leur investissement, et surtout qui auraient été meilleurs sûrement par la voie des AST. Donc moi je connaissais pas cette voie, c'est une voie que j'ai découvert une fois entré en école, et en fait pour être honnête je connaissais pas grand chose. Je connaissais les prépas par des ondis, je connaissais de la fac par des ondis, et donc ça c'est un peu fait par élimination, un peu par défaut. Au final c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, mais j'aurais bien aimé être accompagné par des gens qui connaissent à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a une forme de revanche, de dire voilà, moi j'ai pas été accompagné, il y avait tout un éventail de possibilités que j'avais pas, et aujourd'hui je les connais, et ça me permet aussi de pouvoir les communiquer aux étudiants que tu prépares. C'est-à-dire que non seulement il y a cette notion de préparer les admissions sur titre, mais il y a aussi une mission d'accompagnement derrière. Oui, il y a une mission d'accompagnement. Le mot revanche, je l'aime pas parce qu'il part du principe qu'on a quelque chose à prouver. Nous, avec Arnaud, on est vraiment. Enfin, ça va faire 12-13 ans qu'on est là-dedans. C'est une passion en fait. C'est de se dire, j'aurais aimé avoir un interlocuteur comme Arnaud ou comme moi à l'époque où je me posais ces questions-là. Donc sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter, on répond. Tous les conseils, toutes les orientations sont gratuits. On fait des calls d'orientation avec des gens qu'on ne connaît pas, qui nous contactent sur les réseaux sociaux. Parce que l'idée, c'est de se dire, sur un appel de 15 minutes, peut-être que modestement, je peux donner une autre orientation à la vie de quelqu'un, soit lui dire la prépa ça va pas être fait pour toi manifestement de ce que tu me dis de ta personnalité, soit au contraire ne te censure pas. Et c'est surtout dans ce sens-là, beaucoup d'étudiants ils savent même pas ce que c'est une classe prépa parce qu'ils sont dans un milieu où on leur en parle pas, ils sont dans un milieu où personne l'a fait autour de soi. Moi tout à l'heure je te disais dans ma famille on n'a pas le bac, donc autant te dire que la classe prépa c'est un truc univers inconnu, et donc ça je trouve que ça joue encore trop et on essaye que ça joue le moins possible. D'accord, de casser cette idée d'origine sociale qui détermine un peu finalement les études que tu vas faire derrière Sans tomber dans la naïveté. Okay. Bien sûr que évidemment, bien sûr qu'il y a des origines sociales dans des lycées, etc. Évidemment. Maintenant, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que dans les écoles, il y a des mécanismes d'aide pour les étudiants qui doivent payer leurs études.
Beaucoup de prépas sont gratuites. Les études AST sont gratuites aussi, en tout cas pour la partie fac. Nous, à la prépa, on met en place des dispositifs d'aide aux boursiers, aux personnes qui sont en difficulté financière. Donc le but, c'est vraiment de dire que quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est motivé, nous, on va l'accompagner pour atteindre la meilleure école possible pour lui ou pour elle. Alors, je te propose qu'on avance un peu maintenant. Donc, maintenant, tu as validé le bac, ça y est. Tu arrives en prépa. Comment est l'ambiance? Il paraît que l'ambiance est ultra compétitive. C'est quoi? C'est des bonnes années pour toi? Tu vas leur dire que c'était les meilleures années de ta vie? Les meilleurs, sans hésiter. Pourquoi? Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour plein de raisons. Et encore une fois, j'ai tout à fait conscience que mon discours il est biaisé par le fait que j'ai réussi mes objectifs. Et c'est plus facile avec du recul de dire que c'était des bonnes années pour ça. Mais une fois cette parenthèse refermée... C'est quoi? C'est les matières, le challenge intellectuel quotidien? Il y a les matières. Il y a la progression intellectuelle hyper rapide. Il y a un sentiment de fierté de manière hyper, je ne sais pas si on peut dire mégalo ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Une fois que tu as passé tes concours, tu peux demander tes copies. Ce qui ne sert pas à grand chose. Mais tout le monde le fait. Donc je me suis dit, je le fais, c'est payant. Il paraît que c'est que ceux qui ont des bonnes notes qui font ça. Et du coup, je les ai demandés. Et j'ai relu. Et j'ai dit, mais c'est moi qui ai écrit ça. Je ne me pensais pas capable de ça. En philo, on m'avait expliqué que j'étais nul, que j'y arriverais pas, que c'était pas fait pour moi. Une appréciation que j'avais eue en classe prépa en philo d'un prof, j'ai gardé la copie, c'est il n'est pas trop tard pour changer de voie. On était en octobre. Donc tout à l'heure, tu parlais de sentiment de revanche, là, peut-être un peu. Et c'était pas un sujet de philo. Hein. C'était le commentaire dans la marge, à côté du 3 que j'avais dû avoir. La prépa, c'est un choc thermique. Premier concours blanc, j'ai eu 0,5 en anglais, alors que je parlais bien anglais. 3 en philo, 2 en maths. Je crois que j'avais eu 2,5 ou 3 de moyenne générale à mon concours blanc. Donc c'est pour te dire que tu arrives dans un autre monde et tu développes des qualités insoupçonnées. Et souvent, c'est un constat que j'ai fait, souvent tu en as à qui ça sert de révélateur. Je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas beaucoup travaillé avant. Et en fait, c'est le challenge qui fait que. Alors voilà, j'allais dire, comment tu passes de je suis un élève feignant, bon, moyen à 15 au bac, c'est quand même une bonne moyenne déjà, mais quel déclic t'as en fait? Qu'est-ce qui te fait dire je vais bosser? C'est une espèce de sursaut de fierté face au 0 que tu te prends, au 3 que tu te prends, tu dis je vais pas me laisser malmener par les notes ou il y a de ça, il y a le fait que tout à l'heure je t'ai dit que j'étais un élève moyen. J'étais un élève moyen, mais qui paradoxalement savait qu'il pouvait faire des bonnes choses. Donc il y avait un peu un sentiment de fierté. Avec mon 3,5, j'étais moitié de classe, hein, j'étais pas à la fin, j'étais normal. Juste pour... Belle ambiance. Voilà, mais du coup, il y a aussi le fait que tes parents, ils investissent en toi. Moi, ma classe prépa, elle était payante. Et c'était hors de question de faire des dépenses à mes parents que j'ai remboursées par la suite, mais des dépenses à mes parents sans mettre la quantité de travail. Derrière, tu peux rater, ça, c'est pas un problème, mais il faut travailler. Et du coup, derrière, t'es pris. Et en fait, tu te vois progresser. Et ça, c'est tellement satisfaisant. Et ça, on le retrouve en Taj-Maj, par exemple. Nous, on prépare au Taj-Maj. Les élèves, parfois, ils ont un peu de mal à s'y mettre. Et derrière, une fois qu'ils ont enclenché la machine, ça devient un jeu et un plaisir. Et la prépa, pour moi, c'était ça. Et du coup, tu as toujours envie de travailler plus. Et pour moi, ça a bien marché. Tu avais le temps de faire d'autres trucs que de travailler à la prépa? Est-ce que tu avais une vie à côté, une vie perso, j'entends, peut-être des hobbies, du sport? Non, c'est vraiment... Rien. Chacun gère sa prépa comme il l'entend. Moi, j'avais pas le temps. Et à chaque fois, je regardais autour de moi, je disais, mais comment il ou elle fait pour avoir un petit copain, une petite copine? J'ai pas le temps. Comment lui, il fait pour aller au sport 2 fois par semaine? Moi, je ne voyais pas où caser ça dans mon emploi du temps. Après, je sais que t'en as qui ont réussi en maintenant un peu plus d'équilibre. Et moi, peut-être que j'aurais réussi en maintenant un peu plus d'équilibre parce que je faisais beaucoup de sport avant. Et peut-être que j'aurais pas réussi. Donc, je sais pas te dire. Moi, en tout cas, pas de temps mort, pas de pause. Tu me demandais mes devises tout à l'heure. J'avais une devise que je redonne souvent aux étudiants. Il y a 2 solutions. Soit les autres, ils travaillent, et dans ce cas, il faut travailler. Soit les autres, ils travaillent pas, et dans ce cas, il faut travailler. Et donc, du coup, tu travailles tout le temps. Et, Moi, j'ai l'impression que c'est la conclusion, ouais. C'est la conclusion. Week-end, vacances, jour de l'an, tout le temps. En me disant, avec ce truc-là, c'est si moi, je le fais pas, peut-être que je prends du retard. Donc peut-être que moi j'avais une vision un peu trop extrême, et nous on encourage vraiment à la prépa les étudiants à garder un équilibre. Les concours AST ils sont relativement différents, je pense qu'après on parlera de ça aussi, mais du coup c'est pas la même perspective. Mais pour parler de moi, si la question elle est sur moi,
pas d'extrascolaire. Après, en école, tu as tellement d'extrascolaires et c'est génial. Tout à l'heure, je t'ai dit les prépas, c'est les meilleures années. J'ai envie d'étendre un peu. La période 18-23 ans, c'était une période exceptionnelle sur le plan humain, intellectuel, des rencontres. À ce niveau-là, je souhaite à tout le monde de réussir à intégrer une école qui le fait rêver parce que derrière, c'est des perspectives à tous les niveaux. Avant de partir justement tes années d'école, on va parler un peu de soirée sûrement. En termes de matière, voilà, tu as commencé, tu m'as dit, moi je me suis fait aligner en philo, je me suis fait aligner en anglais. À la fin de ces 2 années, tes matières de prédilection, c'était quoi? Vraiment les matières où tu t'éclatais le plus et ça, Alors, j'adore. ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais moi, j'étais pas très bon en maths. Au concours, j'ai eu 10 en maths. C'est quasi éliminatoire normalement, 10 en maths. Pour les écoles du top 3. Du coup, matière de prédilection, je pensais pas dire ça un jour, mais philo. C'est devenu une matière forte pour moi. Éco et les langues. Donc en fait, je suis entré en prépa en pensant que philo serait mon point faible et maths mon point fort. Et ça s'est un peu retourné. Et du coup, c'était philo un de mes points forts et maths un de mes points faibles. Alors, passons peut-être sur les oraux. Enfin, je pense qu'il y a un stress dans la préparation des écrits, il y a un stress dans la préparation des oraux. Comment on gère ce stress? Le jour J, on joue sa vie, une partie de sa vie. Comment on gère cette chose-là où on va être amené à devoir intégrer les écoles de ses rêves et en même temps, ça va jouer sur une date avec un concours précis il faut performer en 3, 4, 5 heures. Alors, je corrige un tout petit peu, si je peux me permettre. Bien sûr. Les concours écrits, ils sont très longs. Donc, il n'y a pas ce côté jour J. C'est à peu près 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, il y a un enjeu qui est assez différent, mais c'est de rester concentré pendant 2 semaines. Je te donne un exemple. Je sors de l'épreuve de maths, j'ai raté. Les maths, de toute façon, tu sais quand t'as raté. Faut pas tourner autour du pot pendant 4 heures. Je crois que t'as fait des maths, donc tu sais ce que c'est. Je sais que j'ai raté. Je pleure. Mes concours sont finis. Physiquement, tu pleures physiquement? Je pleure physiquement Okay. et je réfléchis à mon année suivante parce que les concours sont finis quand tu as raté les maths, épreuve commune. Quand tu as raté, tu sais pas combien. Bon, finalement, j'ai eu 10, donc la casse était limitée. Mais tout ça pour dire que tu dois retourner l'après-midi à aller faire une épreuve d'espagnol qui n'a aucun rapport et il faut se remettre dedans. Donc en fait, il y a moins ce côté jour J que peuvent avoir les AST qu'on prépare. Le Taj-Maj, jour J. Il y a un peu plus un côté longue haleine sur lequel il faut rester concentré. Ensuite, tu as les oraux. Et en fait, j'étais fidèle à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est le non tu l'as, le oui peut-être. Ça veut dire la chance que j'ai de passer un oral ESCP, l'oral de l'ESSEC, l'oral d'HEC. J'aurais tout fait pour être là où je suis aujourd'hui. Et je vois des étudiants parfois, on prépare à l'oral blanc, ils arrivent dans la salle d'oral blanc ou même aux oraux officiels dans lesquels on est juré, ils sont tétanisés et j'ai envie, en tout cas quand c'est des jurés officiels je peux pas le faire, mais j'ai envie de lui dire prends du recul, regarde où t'es en train de passer l'oral que tu veux depuis 1 an ou en prépa que tu veux depuis 2 ans, donc réalise la chance que t'as, c'est comme ça que tu vas donner le meilleur de toi-même et il vaut mieux se faire refuser de son école en ayant été authentique et en disant voilà il n'y a pas eu de match, peut-être l'année prochaine, peut-être une autre école, que de se mettre dans une carapace et en fait d'essayer de faire le match sans erreur. Et en fait, c'est pas ça qu'on attend quand on fait passer un oral. On attend d'avoir des failles, de l'authenticité, des trucs sur lesquels s'agripper, et on n'attend pas un candidat qui, à force de vouloir éviter les erreurs, en fait, il se renferme et on le connaît pas. Et du coup, j'essayais vraiment de me dire ça. Bon, facile à dire, tu me diras. À 20 ans, tu disais ça? Parce que Joachim, 32 ans, avec tout le parcours qu'il a eu, je comprends, mais Joachim, 20 ans, il avait déjà cette maturité, cette capacité à prendre du recul en se disant, voilà, j'ai raté les maths, je pleure un bon coup, j'évacue, j'attaque l'espagnol, et puis en fait, je commence parce que, une nouvelle course. Parce qu'il peut t'arriver tellement de trucs dans la vie. Enfin, moi, ma hantise, c'était d'être malade pendant les concours. Je sais pas, je m'étais mis ça en tête, je m'étais dit, si t'es malade, ton année, elle est foutue, etc. Et à chaque fois, je me disais, bon, ça pourrait être pire. Il y a pire. T'aurais pu rater plus, t'aurais pu être malade, t'aurais pu ne pas te réveiller, t'aurais pu ne pas avoir de transport, il peut se passer 10 milliards de trucs. Et donc du coup, on invite toujours les étudiants à relativiser. Il y a pire. T'as raté ton Taj-Maj, il y a pire, on va bosser les dossiers, on va bosser l'anglais, tu vas repasser le Taj-Maj. Il faut relativiser parce que, ouais, facile à dire à 32 ans, mais quand tu regarderas ton parcours avec du recul,
C'est pas grave si t'as fait un an de plus, c'est pas grave si t'as pas réussi du premier coup. Tu vois, moi, à HEC, j'ai fait 2 années de césure, on en reparlera. Du coup, entre guillemets, j'ai perdu un an, tu vois, dans mon avancement. Aujourd'hui, je m'en fous, je suis super content d'avoir fait 2 années de césure. Donc, ce que je veux dire, c'est que les années, elles paraissent très importantes quand on est plus jeune. Et avec le bénéfice du recul, tu te rends compte qu'elles sont un peu moins importantes que ce que tu croyais. Et donc ça, tu le transmets à tes étudiants? J'essaye, bien sûr, le plus possible de les inciter à apprécier le moment, à comprendre qu'ils ont de la chance d'être dans un environnement où ils ont pu accéder aux meilleures formations universitaires ou de préparation pour les concours et qu'ils font partie de ceux qui ont le plus de chance à ce niveau-là. Et donc, il faut, au moins par, quasiment envie de dire, par respect pour les autres, tu vois, pour les non admissibles, bah, il y en a d'autres qui avaient des super dossiers qui ne sont pas admissibles à cette école. Donc toi, pour eux, va les représenter, fais ton oral, et ça va bien se passer. Et ça se passe bien en général pour les étudiants qu'on prépare. Là, tu es admissible. Tu cliques sur le site, j'imagine, tu découvres que tu es admissible à HEC. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu repleures. Tu repleures parce que HEC, c'est inenvisageable. On te parle d'HEC, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas pour moi, tu vois. Je parlais à des gens qui avaient fait HEC, je disais ouais, bravo. Enfin, moi, à force de travailler, à force de progresser, je m'étais dit que peut-être le SCP, tu vois, ce serait, je signe direct. Tu m'aurais pris à n'importe quel moment de la prépa, on arrête, tu signes, je signe direct, sans hésiter. HEC, c'était un autre monde, et inconsciemment, je savais que si j'allais à l'oral, j'avais fait le plus dur. Ma barrière, elle était plus sur les écrits. Parce qu'à l'oral, je savais que je risquais moins. Et donc, le admissible, je l'ai quasiment lu comme un admis, parce que je me faisais confiance sur l'oral. Elle te vient d'où cette confiance pour les oraux? T'as un peu le sentiment de mieux maîtriser. T'as pas le sentiment de je rends ma copie et advienne que pourra. T'as plus le côté, je vais m'adapter à la tête de mon interlocuteur, je vais rectifier le tir, je vais broder, je vais m'agripper. Et moi, je savais que le campus d'HEC, j'y allais une fois, j'y allais pas, j'y retournerai, tu vois. C'était pas, je viens en simple visite et je rate. Et je m'étais mis ça dans la tête, j'avais une confiance et je m'étais dit, tu peux rater une matière. Je m'étais offert un joker. Dans ma tête, ce serait les maths. Voilà. On a compris, du coup, je m'étais dit, tant qu'il n'y a pas de kata, on continue. Et donc, on continue. Et il y a une histoire sur mon année à HEC, une fille qui a eu le sentiment de rater une matière. Je crois que c'était éco. Elle a tellement le sentiment de rater qu'elle quitte le campus. Elle donne plus de nouvelles. Et au final, il s'avérera qu'elle avait eu 14 ou 13 à son épreuve d'éco et que donc, en fait, elle aurait dû continuer. Et donc, il faut donner son max et après, on verra. J'avais cette confiance qui fait que j'ai dû la faire rejaillir sur le jury. Et ça s'est bien passé au niveau des oraux. Tu les as préparés? Comment tu les as préparés, tes oraux? En fait, il y a 2 types de préparation. Il y a les entretiens de motivation. Que tu prépares parce que tu fais des entretiens blancs, tu achètes des ouvrages de préparation et surtout tu contactes des étudiants de l'école pour qu'ils te donnent des infos sur l'école. Donc ça, c'est les entretiens de motivation. Nous, vraiment, si on a un conseil, c'est ne pas faire avec des gens qui ne sont pas des professionnels. Parfois, on entend, j'ai fait avec mes parents, j'ai fait avec un ami de mes parents, j'ai fait avec un ami qui a intégré l'école l'année dernière. Faire passer des entretiens, c'est un métier. Débriefer des entretiens, c'est un métier. Tu sais de quoi je parle. Et du coup, il faut faire ce travail d'aller se confronter à des professionnels. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur certains oraux, c'est des matières techniques. Oral de maths, oral de philo, oral d'éco, oral d'espagnol, oral d'anglais. Donc, c'est une préparation plus technique, on va dire. Et alors, on fait comment quand on se prépare et qu'il n'y a pas encore Hello Prépa? Parce que j'ai envie de dire, là, tu viens de me donner tout ça. Est-ce que du coup, tu conseilles à tes étudiants, tu leur dis, voilà, en fait, il n'y avait pas Hello Prépa, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas suivre la méthode Joachim Pinto seul plutôt que d'aller à Hello Prépa? C'est pas forcément tout de suite pour parler d'Hello Prépa, mais voilà. Est-ce que ça t'a manqué à ce moment-là? Est-ce que... Moi, ce qui m'a manqué, c'est des interlocuteurs objectifs qui auraient pu me dire, voilà tes chances d'intégrer, voilà ce que tu devrais faire, voilà comment maximiser. Moi, j'étais en classe prépa.
Donc c'est pas exactement le même positionnement que Hello Prépa sur lequel on est sur des AST principalement et des admissions post-bac, enfin, en tout cas pas de la préparation pour les prépas HEC. Et du coup, là il y a vraiment un sentiment que ta préparation elle est entre guillemets un petit peu en autonomie. Et donc il faut te faire accompagner. En fait, tu vas rentrer sur des études qui vont coûter beaucoup d'argent. Que tu vas peut-être faire par emprunt bancaire ou via des bourses, etc. Mais l'investissement que tu vas faire dans une préparation, s'il te permet ne serait-ce que de gagner un rang d'école, il est rentabilisé direct. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre, mais avec le recul, c'est si tu as raté une école parce que tu t'es mal préparé, parce que tu n'as pas vu ta préparation comme un investissement, bah du coup, tu peux derrière t'en mordre les doigts parce que soit ça va te faire perdre un an, soit ça va te faire aller dans une école moins bien classée. Donc il n'y a pas que les classements dans la vie, et on le dit toujours à nos étudiants, mais on veut que nos étudiants ils atteignent le meilleur de leur potentiel. Et on est là pour ça, et on les challenge. Et aujourd'hui, avec Arnaud, on estime sur le marché être ceux qui sont le plus à même de les aider parce qu'on a cette expertise du marché, à la fois en tant que juré officiel dans des concours, à la fois parce que ça fait 12 ans qu'on prépare, à la fois parce qu'on a écrit des ouvrages. Et donc du coup, tout ça, ça fait que on est les bons interlocuteurs pour aider un étudiant qui a envie de travailler et d'intégrer une école. La question qui t'a posé le plus de difficultés pendant tes oraux. Parce que oui, tu étais un monstre de confiance en toi au moment où t'arrives, ça rejaillit sur les membres du jury, j'entends bien. T'as été mis en difficulté à aucun moment? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué où tu te dis alors là, je suis dégoûté, j'ai répondu une énormité, j'aurais jamais dû dire ça ou... Je dirais deux types. Premier type, c'est sur l'entretien de motivation. Un juré qui me dit nous, on ne croit pas du tout à votre profil. Je pense que ça ne va pas le faire. Maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je sais que c'est un jeu et qu'il faut répondre. Quand on dit ça, en vrai, et qu'on a 20 ans, c'est compliqué si on ne s'est pas bien préparé de savoir que c'était un jeu joué par le jury. Tu leur réponds quoi? Tu te souviens? J'ai mal répondu. Alors une mauvaise réponse de Joaquim Pinto, vas-y. Une mauvaise réponse de Joaquim Pinto, c'est vous devriez croire en moi, j'ai les capacités pour le faire et point. J'ai pas osé contredire le jury parce que dans ma tête, le jury c'était un monstre sacré qui ne se contredit pas. Et en fait, un jury qui te dit ça, il faut au contraire lui montrer que tu as confiance en toi. Il fait ça parce qu'il voit que tu as du répondant. Et donc, j'ai peut-être déçu mon jury là-dessus. Il y a une autre question qui était plus une question technique, c'était en philo. J'ai eu un sujet à HEC, j'ai eu un sujet qui s'appelait la ruine. Donc, je fais ce que je peux sur la ruine. Et les 5 ou 6 premières questions du jury, c'était merci monsieur de votre présentation. Est-ce que vous connaissez la musique de la ruine? Non monsieur. Est-ce que vous connaissez la philosophie de la ruine? Non monsieur. Est-ce que vous connaissez la peinture de la ruine? Non monsieur. Et ça a fait comme ça pendant 5 minutes. Et du coup, j'ai passé un mauvais moment. Nous, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est si tu sais pas, tu sais pas. Donc, tu vas pas essayer d'inventer. Je trouvais même pas de porte de sortie parce que ça allait trop vite. Et donc, mon oral, il a commencé comme ça. Et après, on a abordé des sujets que je maîtrisais plus. T'as eu combien à cet oral? J'ai eu 7, qui est une bonne note. En oral de philo. C'est une bonne note. Je crois que la moyenne à mon époque, c'était aux alentours des 6. Donc ça allait. Et moi, je restais dans mon optique. Pas de catastrophe, pas de catastrophe, pas de catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé. Tu cliques, t'es admis. Ok. Tu repleures. Tu repleures, c'était ma question. Tu repleures, t'appelles tes parents, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que là, il y a je suis admissible, c'est comme un admis, et il y a je suis admis, c'est admis. J'ai exagéré quand j'ai dit admissible comme un admis. Il y a admissible, je regrette aussi de ne pas avoir assez travaillé. Parce que tu dois préparer tes oraux. Et moi, j'étais persuadé que je n'irais pas aux oraux d'HEC. Donc, je ne les ai pas assez préparés. Donc, tu as aussi ce côté, admissible égale admis, mais j'aurais dû préparer au lieu de regarder Roland Garros. C'est la période, il faut savoir. C'est la bonne période, ouais. Parenthèse refermée. Un peu décevant, ma réaction. Je t'explique pourquoi. D'abord parce que les résultats, ils tombent en égrené. Et donc, le vrai coup d'arrêt, où vraiment là j'ai décompressé, c'est quand j'ai été admis à l'ESCP. Ça tombait une semaine avant. Et pour moi, c'était mon objectif. La prépa était terminée. Et donc, je pouvais tourner la page de la prépa. Ensuite, je m'étais mis dans l'optique, le non tu l'as, le oui peut-être. Les oraux sont passés des autres écoles, j'ai plus qu'à attendre. Mais même si je les ai pas, c'est exceptionnel. Ce que j'ai fait, je suis hyper content, même si je les ai pas tranquilles. Donc, tomber sec, c'est bon.
Donc je reste sur ma philosophie. Et ensuite tombe HEC. Je savais que j'avais pas raté les oraux. Mais je m'étais fait tellement un monde d'HEC, les étudiants ils doivent être tellement forts, etc., que je m'étais dit, bon, j'imagine que personne rate ses Alors oraux. qu'en fait, pas du tout, quoi. Alors qu'en fait, non, mais en fait, chacun a des points forts, des points faibles, comme moi, et voilà. Et du coup, ma réaction, moi, je m'étais imaginé, si un jour j'ai HEC, je fais le tour de la ville, j'évacue tout. Pancarte, un homme Et en sandwich. fait, comme ça s'est fait un petit peu en égrené, bah, au final, j'ai pas eu ce côté de décompression totale. J'ai appelé ma grand-mère. Je lui ai dit, elle était cardiaque. Je lui ai dit, est-ce que tu es assise? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, je vais t'annoncer quelque chose qui va te faire beaucoup de joie. Tu te calmes, tu me promets de te calmer, etc. Je lui ai dit, plus de réponse, hôtel. Donc je me suis dit, bon, et finalement, c'était l'émotion qui faisait que. Donc, première personne, ma grand-mère, deuxième personne, ma mère. Et en fait, après, t'intègres. Le vrai moment où tu comprends, c'est la cérémonie de rentrée. La cérémonie de rentrée, tu as le droit à 2 invités. Donc, autant te dire que chez moi, ça s'est pas passé comme ça. Et que du coup, je suis venu à 8. Et blague à part, le fait de voir ma grand-mère née au Maroc, qui est arrivée à Paris dans une chambre de bonne, qui n'avait pas l'eau potable, qui avait 3 métiers pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle est dans l'amphithéâtre d'HEC pour son petit-fils. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça valait tous les sacrifices. Tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce qu'il y avait des temps morts et tout. Tout prend sens une fois que c'est fini, tu vois. C'est un no-brainer, en fait, fallait le faire. Le dernier mois, enfin, je dormais de 3h à 6h du matin. Donc 3 heures pendant un mois, Oui, je sais le calcul. jusqu'à me rendre compte que en fait c'était pas viable. Mais tu vois, je tentais tout pour maximiser mon temps de travail. Et le jour où tu vois ta grand-mère qui elle aussi pleure et ta mère qui pleure dans l'amphithéâtre d'HEC, ma mère elle a un BTS, ma grand-mère elle a le brevet, là tu comprends que t'as bien fait de faire cet investissement. Et encore une fois, mon histoire, ok, c'est mon cas personnel, mais tout ça on l'utilise parce que on veut qu'un maximum d'étudiants ils aient cette chance. Et si je m'étais écouté à 18 ans, peut-être que je me serais censuré, peut-être que j'aurais pas visé les meilleures écoles, et peut-être qu'aujourd'hui je te raconterais pas ça. Sans la prépa, t'aurais fait quoi? Sans la prépa, j'aurais potentiellement fait une fac d'éco, un peu par défaut, et peut-être qu'à ce moment-là j'aurais entendu parler des AST, peut-être, et que j'aurais rebifurqué, personne ne peut le savoir. Je pense que j'aurais fait ça. T'as pas une école du top 3, tu cubes? Non. Tu pars dans une autre... Alors comment t'aurais choisi l'école? Voilà, ton objectif c'était le SCP. Mon objectif Admettons majeur, c'était l'ESSEC. Ok. Mon objectif raisonnable plus, c'était le SCP. EM Lyon, EDEC, Audencia, je coupe pas. Donc, on peut parler d'une forme d'ovni académique, hein, une bête à concours, un peu The Machine. Tu passes les concours, tu fais la prépa, tu rentres à HEC par la voie royale, et après, tu te dis, tiens, si je passais le Taj Mahal, et t'as eu combien ton Taj Mahal? J'ai eu 507 à mon premier Taj Mahal. Tu pouvais pas faire les choses comme tout le monde. Tu pouvais pas justement rater le premier passage. Il faut savoir que tu sors de 2 ans d'une stimulation intellectuelle sans équivalent. Et donc, le Taj Mahal, tu le prends comme un jeu, en fait. T'as quel âge quand tu passes ton premier Taj Mahal? Je dois avoir 21 ans, un truc comme ça, à peu près. Et tu le prends comme un jeu, tu progresses, donc c'est hyper ludique. C'est cool les trucs où tu progresses, il y a plein de trucs que tu fais où ça met des années. Le Taj Mahal, si tu t'y prends bien, t'as les bonnes méthodes, tu vois, on essaye, nous on fait des livres et tout, si t'as les bons livres, les bonnes méthodes, honnêtement tu progresses et donc t'as un sentiment de fierté qui se développe. Tu le prends comme un jeu. Et après, faut pas se mentir, dans tout concours, il y a une petite part de chance. Que tu le veuilles ou non. La chance, elle se provoque. Elle se provoque par de la quantité de travail. Elle se provoque parce que tu as fait des exos en plus. Et c'est cet exo qui est tombé le jour de ton Taj Mahal. Elle se provoque. Mais il y a une petite part aussi. Et donc, du coup, tout s'est bien goupillé pour moi à ce niveau-là. Et moi, en fait, c'était pour être prof que je faisais ça. Je ne me voyais pas enseigner une matière que je n'avais pas passée. Donc, les AST, je les ai découverts une fois à HEC avec Arnaud.
Et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler pour préparer des AST. Et pour moi, c'était une condition sine qua non de dire je ne vais pas préparer des gars dont je ne connais pas le concours. Il y a plein de prépas aujourd'hui dans lesquels ton prof n'a pas passé le test qu'il t'enseigne. Nous, chez nous, c'est quelque chose qui ne s'envisage pas. Et même quand j'avais 20 ans, c'était déjà dans ma logique de dire je ne me sentirais pas légitime de le faire. Raison pour laquelle nous, on certifie nos profs à la prépa, on vérifie, on leur demande un certain score, etc. Parce qu'on estime que tu dois connaître le test que tu enseignes. Donc voilà, j'ai passé le Taj Mahal, ça s'est bien passé. Du coup, je suis devenu prof. J'ai vachement pris goût à l'éducation, au fait de donner des cours. Et une fois à HEC, je donnais des cours en fait en parallèle de mes études. Alors on reviendra justement sur cette notion de d'où te vient ce goût de l'éducation et de l'enseignement. Avant ça, pour les oraux, j'avais une question. Quelle expérience qui t'a le plus servi? Tu sais, il y avait une vidéo avec Lady Gaga où elle répétait toujours la même chose à toutes ses interviews. Est-ce que toi, tu avais comme ça une disquette que tu mettais à chaque fois? Tu disais, cette expérience-là, il faut que je la place. Et laquelle c'était? Je dirais oui et non parce que bien sûr, tes oraux, tu es censé réussir à amener le jury aux questions que tu as envie qu'il te pose. Donc ça, tu le sais aussi bien que moi. L'oral, c'est pas un interrogatoire dans lequel tu t'installes face au jury et tu réponds aux questions. C'est un échange. Il faut réussir à instaurer un échange. Et donc, ouais, je dirais qu'il y a des passages un petit peu que, entre guillemets, je savais que j'allais resservir. Je faisais beaucoup de sport, par exemple. Donc, je parlais souvent pas mal de tennis pendant mes oraux. Je savais que c'était un passage qui allait bien. Je savais que c'était le moment de Roland-Garros. Donc je savais qu'il y aurait potentiellement des questions dessus, donc j'avais préparé mon petit topo sur Nadal, la persévérance, etc. Parce que je savais que je voulais amener le jury là-dessus. Bon, moi je suis fou de Nadal, donc faut pas me lancer dessus, mais du coup, je savais que j'allais amener le jury là-dessus et créer une complicité. Donc ouais, je dirais ça. Maintenant, c'est du réel, tu vois, c'est pas... t'as dit le mot disquette, c'est pas une disquette, c'est quelque chose que je savais qu'il fallait que je le mette en avant pour parler de moi, parce que c'était moi. Et voilà, et parfois on a des étudiants qui nous disent mais est-ce que je dois parler de ce stage? Est-ce que je dois parler de ceci? Mais oui, parle. Enfin, parle de toi, parle de qui tu es, parle de ce que tu as fait, même si c'est un job étudiant. Ça montre quoi? Ça montre que tu as une capacité de travail, ça montre que tu sais travailler en équipe, ça montre que tu as la valeur de l'argent, parce que c'est des jobs qui sont payés au SMIC. Et bien sûr, parle-en. Par contre, parle-en bien. Et là, on est là pour t'aider. Mais par contre, ne censure pas tes expériences parce que c'est pas comme si on croulait sous les expériences quand on avait 21-22 ans. Il faut juste savoir bien les vendre, pas trop, pas assez, au bon niveau. Et nous, on est là pour t'aider pour ça. Quelle différence entre bosser pour la prépa? Tu me disais, là, je sortais de 2 années où vraiment j'étais intellectuellement brutal d'une certaine manière. Tu as compris, j'aime bien utiliser des mots un peu extrêmes. Hein. J'ai compris. Et donc, d'une manière voilà, où tu avais un vrai challenge intellectuel et bosser pour le Taj Mahal. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non, le Taj Mahal, c'est plus facile au sens où c'est une matière. Alors on peut dire que c'est 3 matières si on coupe en calcul français et logique, mais entre guillemets, c'est facile parce que tu n'as pas à te demander comment tu alloues ton temps. Tu fais du Taj Mahal, du Taj Mahal, du Taj Mahal. En prépa, c'est un peu plus chiant parce que du coup, tu dois, sur ton temps, toi-même te faire un agenda, combien je fais de maths, combien je fais d'espagnol, combien je fais d'anglais, et malheureusement, moi j'allais plutôt vers là où j'étais fort, un peu comme tout le monde. Donc, plus t'es mauvais en maths, moins t'en fais, et ainsi de suite. Donc, ça c'est un challenge qui est difficile en prépa, que je trouve t'as moins en AST. En AST, grosso modo, t'as le Taj Mahal et t'as le TOEIC. Grosso modo, il faut y aller, il faut foncer sur les deux. Donc c'est un peu plus facile en termes d'allocation du temps. Par contre, c'est les mêmes compétences. C'est persévérance, travail. C'est dans les deux cas des choses qui se préparent. Et donc, nous, ça nous fait toujours un peu mal au cœur quand on voit des étudiants qui ne se préparent pas sur les bons supports, quand on voit des étudiants qui s'y prennent last minute, et on leur dit, mais si seulement on avait commencé avant. Et donc, commencez tôt, si j'ai un conseil à donner, commencez tôt sur les bons supports, et surtout, investissez-vous. Ne faites pas d'économie de temps de travail, investissez-vous. Et si vous voyez que vous avez besoin d'accompagnement, nous on est là sur les réseaux sociaux, vous nous contactez, il n'y a pas de problème, c'est 100% Arnaud et moi qui répondons encore sur nos réseaux sociaux, on tient à ne pas déléguer cette tâche parce que c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'interlocuteur que tu as au bout du fil, il peut te donner une autre orientation à ton parcours académique. Nadal, persévérance. T'as toujours... Bon, tu nous as dit que tu avais été un étudiant, certes un peu feignant au début, mais on peut imaginer que si tu t'identifies à Nadal, qui est quand même peut-être le bosseur, c'est un peu le doué versus le bosseur Federer contre Nadal.
et qui a toujours été studieux. Comment tu réagis justement face à des élèves qui sont feignants, qui sont pas bosseurs? Est-ce que tu arrives vraiment à les comprendre, ces élèves-là? Je les comprends parce que ils ont le même comportement que moi, sauf que moi, c'était en terminale. Donc, je les comprends. Par contre, si ta question, c'est quelle est ta réaction, c'est quel dommage. Quel dommage. Parce que... Quel gâchis. Quel gâchis. T'as du potentiel, t'as un bon parcours, ça peut facilement se vendre, mais t'as pas fait les efforts. En fait, on peut penser ce qu'on veut du Taj Mahal. On peut dire est-ce que ça représente, est-ce que ça représente pas. C'est le test. On peut penser ce qu'on veut du TOEIC. Est-ce que ça représente le niveau d'anglais? On te le demande. Donc dès lors que, dès l'année d'avant, tu connais les prérequis, tu dois te mettre dans un moule qui fait que tu vas matcher ces prérequis. Et pour certains, ça demandera 5 heures de travail par semaine, pour d'autres ce sera 10, pour d'autres ce sera 15. L'école, elle n'a pas à le savoir. Tu lui envoies un score, bonjour l'école, voilà mon score, je suis motivé pour te rejoindre. Et du coup, quand je vois des étudiants qui ne donnent pas le max, par exemple, des étudiants qui ont un score correct au premier passage. Tu vois, ça nous arrive souvent. Le côté, est-ce que je dois repasser? Tu veux dire qu'ils font comme toi, ils se reposent sur leurs acquis en terminale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est voilà, est-ce que je dois repasser? Mais oui, tu dois repasser, tu as une opportunité d'améliorer ce score, bien sûr. Parce que peut-être qu'au lieu de viser telle école, tu pourras viser telle autre. Et du coup, en fait, tes perspectives, elles vont changer. Et moi, en prépa, c'est au fur et à mesure de ma classe prépa qu'à un moment, j'ai osé me dire que le top 3 était envisageable. Tu vois, et peut-être qu'en fait, si je m'étais maintenu à mes objectifs, je me serais dit, bon, ça suffit, j'arrête de travailler. Moi aussi, j'ai envie d'aller faire du foot, du tennis, la grasse mat le dimanche. Mais en fait, je m'étais mis dans un mood où c'est moi qui ai les cartes en main. Et les étudiants en AST, c'est la même chose. Vous avez les cartes en main pour réussir. Faites-vous confiance, bossez. Et encore une fois, le non, tu l'as. Le oui, peut-être. Peut-être que tu n'intégreras pas l'école. Et alors, au moins, tu auras eu une bonne expérience de préparation. Tu vas apprendre à te connaître. Peut-être que ça te servira d'expérience pour l'année prochaine. C'est que du positif. Et puis c'est un concours. Si tu as 19 et que tout le monde a 20, t'es le dernier, tu passes pas. Exactement. Alors, donc il faut aller chercher le 20, quoi qu'il. C'est un concours et c'est pour ça que raisonner en valeur absolue, c'est pas un bon raisonnement. J'ai passé mon premier test, j'ai eu temps. Est-ce que je repasse? Ben oui, repasse parce que tu as une opportunité d'améliorer ton score. Et peut-être que tu l'amélioreras pas, mais au moins tu en auras le cœur net. Donc c'est un concours et ça c'est une mentalité que les AST ont parfois du mal à intégrer parce que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont dans une logique d'avoir la moyenne, de valider. Le Taj Mahal, le TOEIC, les AST, t'es plus dans cette logique. Tu dois être dans le meilleur pourcentage de la promotion qui candidate à une école. Et donc, dès lors que tu dois faire ce shift intellectuel, mais nous, on a vu des progressions d'étudiants exceptionnelles. On a vu des étudiants commencer à 300 au TOEIC ou 400. Ils ont terminé dans les 900. Quantité de travail, quantité de travail, quantité de travail. Et ce que je dis souvent aux étudiants, je vais corriger ce que je viens de dire, c'est quantité multipliée par qualité. Parfois, tu as de la quantité qui n'est pas dans le bon sens. Je crois que tu n'aimais pas les maths. Voilà, maintenant j'aime bien. Mais du coup, c'est quantité fois qualité égale succès. Que de la quantité, c'est pas bon. Que de la qualité, mais pas assez de quantité, c'est pas bon. Il faut un bon mix entre les deux. Tes premiers pas à HEC, c'est quoi? C'est Mbappé qui arrive au PSG, pardon? Non, parce qu'en fait, t'as que des Mbappé. T'as que des gens qui sont contents d'être là. Moi, j'avais peur, honnêtement. J'avais peur parce que j'avais tellement idéalisé HEC, c'était tellement pas pour moi que j'avais peur de pas être dans mon élément. Je te donne un exemple qui va te résumer la situation. J'avais pas de voiture à l'époque, j'avais pas le permis. Je faisais du stop à la barrière du campus le vendredi soir pour qu'on me ramène chez moi. Personne n'allait en banlieue est. C'est juste pour te donner un exemple, c'est qu'en fait on n'habitait pas aux mêmes endroits. J'étais pas des mêmes endroits que ces gens. Je vais pas te dire que j'étais dans la galère et tout. Ma grand-mère et ma mère ont fait en sorte que ça aille, mais de manière géographique, aucune voiture n'allait dans la direction que j'allais. Et du coup, j'avais peur de ça. J'avais peur de ne pas m'intégrer. Et au final, c'était des rencontres exceptionnelles. Ma bande d'amis, je les ai toujours. J'ai rencontré ma femme par cet intermédiaire d'amis, etc. C'est vraiment des gens avec qui tu construis parce que tu vis des émotions hyper intenses, que ce soit dans le sport. Moi, je faisais beaucoup de rugby à HEC, que ce soit dans les assos. J'étais au BDE. BDE rugby, c'est les 2 grosses assos d'HEC, donc c'était un peu... Je comprends mieux pourquoi c'était tes meilleures années, ouais. Un peu cool à ce moment-là. Les soirées,
Parce que les soirées, ok, t'as la partie fête et tout, ok, c'est cool. Mais quand t'es au BDE, la soirée, elle commence à 14h, elle se termine à 3h, 4h du matin, une fois que t'as désinstallé la soirée. J'installe, je désinstalle. Pendant tout le temps de la soirée, je fais les permanences, l'entrée, la caisse, etc. Donc, tu profites pas de ta soirée autant que le public, même s'il y a un aspect valorisant. Et surtout, bah, tu dois faire venir des prestataires, des DJ, de la sécurité, enfin, plein de trucs qui te professionnalisent énormément, en fait. Et les associations, c'est un vecteur de professionnalisation qui est énorme et qui, en même temps, te permet de passer des bons moments avec tes potes. Donc, c'est vraiment tout bon, quoi. Et quand tu as listé, parce que genre, il faut lister, j'imagine, Ouais. pour faire partie du BDE, parce que là, tu nous parles de l'aspect professionnalisant, voilà, et oui, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on ne doit pas savoir de ce qui s'est passé à HEC pendant ces listes BDE? Non, la liste, c'est aussi professionnel parce que la liste, bah, déjà, c'est un budget. Plus grand est ton budget, plus tu peux faire des événements pour un peu éclater le campus. Donc l'idée, c'est la liste qui va le plus faire bouger le campus pendant une semaine, va faire le plus rêver les gens, et à la fin, il y a un vote. C'est un peu professionnel quand même, parce qu'il faut des marchés, il faut des sponsors, il faut des goodies, il faut organiser. Nous, on avait fait venir des châteaux gonflables, tu sais, comme dans les trucs d'attraction et tout. Tout ça sur le campus. Ils avaient fait venir des kartings, des autotamponneuses. Donc, c'est cool. Mais il y a un aspect budget, sécurité, responsabilité. Donc, il y a les deux. Faut pas tomber dans l'autre sens qui est de dire c'est que de la teuf, etc. Évidemment, il y a de la teuf. Mais... Et puis moi, je suis assez soft là-dessus, assez responsable et tout. Et donc, du coup... Ouais, j'allais dire, c'est une partie de ta personnalité qu'on connaît pas. Joachim au BDE d'HEC. Il s'appelait comment le BDE à ce moment-là? Alors, le BDE, il s'appelait Marvelous. C'était autour des super-héros. En fait, l'anecdote, c'est que moi, j'ai été coopté au BDE. En fait, tu as 3 listes. Les listes, c'est à peu près à 25. Et le BDE final, il est à 35. Et moi, j'avais une petite particularité, dont je suis pas peu fier, c'est que ma liste, elle était donnée perdante. On n'avait pas été à la hauteur de plein de trucs. Mais le nom, tu l'as déjà. Le nom, tu l'as, le oui, peut-être. Et du coup, j'avais eu 2 promesses de cooptation des 2 listes potentiellement gagnantes, puisque nous, on avait perdu. Donc, en fait, je savais un mois avant que je serais au BDE en fait, l'année prochaine. Et ça, pour moi, c'était bien parce que ça montrait que bah, j'étais quelqu'un d'apprécié. Ça, pour moi, c'est important, tu vois, de donner une bonne image, d'être serviable, de pas se prendre pour un autre, en fait, tu vois. Parfois, moi, j'ai vu des gars un peu basculer sur le côté, j'ai fait HEC, souvent, j'ai fait tel métier, tel stage, tu te prends un peu pour un autre. T'as envie de dire, mec, on est tous passés par la galère de la prépa, on sait ce que c'est, sois humble, c'est comme ça que ça va le mieux se passer. Et donc du coup, j'étais concurrent avec les autres, mais dans un mood sympa, tu vois. Pour moi, la concurrence, ça devait être sympa. Et donc du coup, j'étais coopté d'avance, donc ça, c'était cool. Et les cooptés, c'est cool parce que t'as 2 bandes de potes, en fait. T'as ta bande de potes de liste et t'as ta bande de potes après du BDE final. Et les autres n'ont pas voulu, non? Non, parce que c'est cool aussi quand t'as des cooptés dans ta liste, parce que ça veut dire que t'as quand même fait du bon travail. Et donc, non, ça se passe super bien à ce niveau-là. Et au rugby, quel poste au rugby alors? Parce que Alors, le BDE, rugby- c'est une partie de ta vie, l'autre partie, c'est le rugby. Rugby, bah, si je te dis demi-mêlée, tu vas pas me croire. Donc, du coup, moi, j'étais talonneur. Talonneur, c'est en première ligne. Le talonneur, il a 2 particularités majeures. Première particularité, il lance les touches. Donc, c'est un moment des matchs assez important. Et deuxième, il talonne dans la mêlée. C'est pour ça qu'on lui donne le nom de talonneur. Le rugby, je sais pas quoi dire, c'était exceptionnel. On avait des coachs qui étaient incroyables, qui nous ont poussés. Et pareil, tu retrouves ce côté où tu termines par faire des choses dont tu ne te pensais pas capable. Physiquement, moralement, il y a le chat qui passe nous dire bonjour. Moralement, tu te retrouves à faire des choses. On est allé en finale du Final Four à Toulouse. On était contre des équipes de terre de rugby. Ça veut dire qu'il y avait HEC, et les autres équipes, c'était Pau, Castres et Toulouse. Et les gars, ils faisaient du rugby depuis qu'ils avaient 5 ans, enfin, tu vois. Et nous, la moitié de l'équipe, dont moi, on a commencé le rugby en école de commerce. Et la fierté que t'as, bon, évidemment, on a fait 4e sur 4, mais les gars, les vrais rugbyman, les Castres, Toulouse, etc., à la fin, ils sont venus nous voir en disant, les gars, chapeau, parce que pour des gars qui ont commencé il y a 2 ans,
ou il y a 3 ans pour la moitié de l'équipe. Franchement, chapeau. Et ça, tu retrouves ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le côté dépassement. Donc le rugby, c'était génial. C'est des voyages en car, des voyages pour aller faire des matchs et tout. Enfin, génial. T'as d'autres cordes à ton arc dont tu n'as pas forcément encore parlé, c'est l'éloquence. Je dis ça parce que je suis tombé sur des vidéos de toi en cherchant un peu justement pour pouvoir t'interviewer. Comment on tombe dans l'éloquence? Comment ça arrivé? Voilà. Est-ce que c'est ça aussi peut-être qui t'a permis d'avoir autant de confiance en toi pour les euros? Est-ce que tu avais déjà justement cette capacité à disserter sur des sujets? Non, c'est venu après. C'est venu, si je te donne l'histoire complète, tout est des hasards en fait. L'histoire complète, c'est qu'on devait choisir un cours. Je te la fais courte, j'avais choisi séminaire chez les pompiers. Voilà, c'était des cours un peu sortir des sentiers battus. Je rêvais d'aller chez les pompiers, j'adore les pompiers, bravo, respect, tout ça. Et je voulais aller voir, et il y avait un truc d'initiation, découverte, immersion chez les pompiers. 3 jours avant, c'est annulé. Pour des raisons de la caserne, etc. Et on nous dit, voilà, bah, comme on est 3 jours avant, il n'y a plus de place. Le seul cours restant, c'est éloquence. Ok, j'y vais. Là, je fais une rencontre exceptionnelle. C'est un avocat qui s'appelle Bertrand Perrier, qui, entre-temps, est devenu très connu. Donc, peut-être ceux qui nous regardent le connaîtront. Mais en tout cas, Bertrand Perrier, c'est celui qui nous a accompagnés dans cet électif pour nous préparer à répondre à des sujets absurdes. Qui n'ont pas de sens, mais à donner un sens à des sujets qui n'en ont pas. Et en fait, bah, pareil, en fait, c'est toujours le même mécanisme, c'est que bah, au début, tu passes le premier tour, il faut le faire, ça marche, tu dis, ah, je suis content, j'ai un peu fait rire des gens, et moi, j'avais un thème, c'était l'humour, donc bah, j'ai tenu mon thème jusqu'à la fin, et au final, j'ai remporté le concours d'éloquence, donc ça, c'était cool, et pareil, ça a donné de la visibilité au BDE, t'as tous tes potes qui te regardent, t'as un sentiment de fierté exceptionnel, mais encore une fois, à la base, j'ai pas du tout commencé le concours en me disant je vais le gagner. J'ai commencé le concours en me disant bah, il faut y participer, et en fait, je vois que j'aime bien, et le stress, quand tu tires ton sujet, moi j'ai eu un sujet catastrophique. C'était quoi? Les fugues sont-elles des préludes? Donc moi qui connaissais pas grand chose en musique, j'ai compris que ça parlait de musique, mais pas tout de suite. Et donc moi qui connaissais pas grand chose en musique, je me suis dit ben c'est pas fait pour moi, etc. Et j'avais d'autres potes, enfin les concurrents, qui avaient des sujets qui me plaisaient plus. C'est toujours comme ça, le sujet que tu as eu, c'est celui qui te plaît le moins. Ouais. Et au final, je me suis dit bah il faut faire avec. Et je suis parti là-dessus. Donc la vidéo elle est sur YouTube pour ceux qui veulent. Je suis parti là-dessus, j'ai gardé le thème de l'humour, ça a bien marché. Et après, ça m'a développé mon goût pour ça, et j'ai refait plein d'interventions plus tard. J'ai refait des interventions dans des conférences Berrier, ça s'appelle. C'est un truc organisé par les avocats. C'est des concours d'éloquence, et c'est super. Parce que tu te fais massacrer par le jury, mais il y a un côté un peu cool, quoi. On voit que le chat aussi puisse gagner quelques Ouais. concours d'éloquence, visiblement. Le chat aussi pourrait en gagner quelques-uns, ouais. Qu'est-ce qui a fait de toi le meilleur là, dans ce concours d'éloquence? Non, t'es pas le meilleur. Non, franchement, t'es pas le meilleur. T'as ton style. Tu vois, je suis tombé face à un gars qui faisait des poèmes, un autre gars qui faisait de l'éloquence au sens vraiment comme on peut l'entendre, éloquence. Moi, j'avoue, j'ai joué ma carte, j'ai fait de l'humour. Comme je t'ai dit, j'étais au BDE, j'étais au rugby. Ça veut dire que sur le campus, tu connais beaucoup de gens. Donc la salle, elle est préchauffée, tu vois. J'ai eu de la chance, je suis passé le dernier de la soirée. Donc ça, c'est cool aussi parce que du coup, il est 23h, tout le monde est chaud. Et ça l'a plus fait. Je dirais pas que j'étais le meilleur parce que les autres, ils étaient super bons. Ils étaient juste dans un autre style. Et mon style a le plus payé ce soir-là. Tu nous as parlé de tes 2 années de césure. Alors, vas-y, à quel moment c'était? Pourquoi ces 2 années-là? Alors, à la base, tu fais 1 an de césure. C'est traditionnellement, tu fais 1 an de césure, c'est entre le Master 1 et le Master 2. Master 1, grosso modo, des cours généralistes, tu découvres un peu tout. Master 2, tu te spécialises. Entre les deux, année de césure pour, entre guillemets, vérifier, choisir, etc. Première année de césure, stratégie chez Coca-Cola. Concours de Coca-Cola, circonstances. on est loin du Taj-Mahal, de l'éducation. Hello. Petit concours de circonstances encore. Moi, j'avais pas commencé ma césure en me disant que j'allais aller chez Coca-Cola. J'ai passé des entretiens et ça s'est fait comme ça. Expérience de ouf. Deuxième année de césure, rien à voir. 1 an en Thaïlande, avec la chance exceptionnelle de faire 2 semaines en Thaïlande, 2 semaines dans un autre pays de la région.
Donc 2 semaines en Thaïlande, 2 semaines au Vietnam, 2 semaines en Thaïlande, 2 semaines aux Philippines, 2 semaines en Thaïlande, 2 semaines en Malaisie. Une chance exceptionnelle d'un stage de business développement. Et tu apprends, tu progresses à une vitesse énorme. Et puis, mine de rien, tu dois te loger, tu dois prendre une carte téléphonique, un abonnement Internet, etc. Ça t'aide sur un plan aussi de soft skills qui est énorme. Et pourquoi la Thaïlande? Opportunité. C'est un pays qui, je trouve, a un bon mix entre une bonne vie d'entreprise, enfin, il y a des belles boîtes qui se développent là-bas, et hyper dépaysant. Et tu vois, moi, j'avais pas trop envie de faire un choix entre les deux. Je voulais pas aller dans un pays que parce qu'il était dépaysant ou d'aller dans un pays que parce qu'il y avait une bonne boîte. Et là, je suis vraiment tombé sur une bonne opportunité d'un groupe qui s'appelait Lazada. J'ai eu la chance d'être dans une période où ils étaient pré-rachat par Alibaba. Je crois que ça s'est fait racheter plusieurs milliards de dollars derrière. Donc on était dans une émulation énorme parce qu'on préparait la vente, quoi. Et tout ça, ça te fait progresser à vitesse grand V. Faites des années de césure, faites des stages, ceux qui nous regardent, ça fait vraiment progresser, quoi. Et alors, tu as eu ces 2 stages, ces 2 années de césure, tu as été au contact de l'entreprise et pourtant tu as choisi l'entrepreneuriat. Ouais, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je m'étais mis en tête qu'il fallait faire du conseil en strat. Et aujourd'hui, à la prépa, on fait des projets M&A, des projets conseil en strat à l'appel. Tout le monde veut faire ça. Je les comprends. Moi aussi, je rêvais de faire ça. Mon rêve, c'était McKinsey, PCG, etc. Je m'étais mis dans la tête que je voulais faire ça. Et donc, stratégie chez Coca, c'était bien. Business développement en Thaïlande, c'était bien aussi. Donc, en fait, je commençais à faire mon chemin là-dessus. Et tout se passait bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais enseigner. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais une fibre entrepreneuriale qui n'était pas compatible avec des métiers comme ça de hiérarchie. Et moi, j'adore le côté un peu électron libre. Et avec Arnaud, on a une idée, le lundi, on en parle, le mardi, on la met en place. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vachement parce que tu t'adaptes en temps réel, tu regardes ce qui se fait, tu as un étudiant qui te parle d'une best practice et tout. Et ça, on adore. Et l'entrepreneuriat, on l'a fait à plein de niveaux. On l'a fait au niveau des livres, c'est une forme d'entrepreneuriat, d'écrire son livre. On l'a fait au niveau du média. Anciennement Monsieur École de Commerce, aujourd'hui Hello Business School. Et on le fait au travers de la prépa, Hello Prépa. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment toi et tes propres limites. Et on retrouve un peu le fil conducteur. Le non, tu l'as, le oui, peut-être. Il faut y aller, en fait. Et tu verras. C'est pas la faute d'un autre si tu rates. C'est toi, tes décisions qui ont un impact tout de suite. Et c'est vraiment génial de voir les étudiants, de les accompagner. C'est à la fois de l'entrepreneuriat et à la fois de l'éducation. C'est vraiment les 2 piliers sur lesquels on a construit avec Arnaud. Et tout ça aussi, je l'aurais pas fait seul. Donc, tu as aussi l'idée des rencontres aussi qui sont importantes. Alors justement, sur les rencontres, j'ai un proverbe MBD qui dit « Tu vas à la chasse aux éléphants et tu rencontres un escargot, prends-le ». Arnaud, c'est comme ça que la rencontre s'est faite, un peu au hasard. Hasard. Hasard, on était tous les 2 intervenants dans une prépa. T'avais quel âge? Tu le rencontres à quel âge? J'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Ok. On était tous les 2 intervenants dans un institut de préparation. Salut, t'as fait HEC? Ah, moi aussi. Ah, t'es en quelle année? Ok, super, etc. Et on discute et fit tout de suite. Parce que coup de foudre professionnel, parce que entre quelqu'un que t'aimes bien et quelqu'un avec qui tu passes H24 pendant 10 ans, tu vois, je vois plus Arnaud que ma femme, pour te dire. Enfin, on est quasi H24 ensemble. Donc, c'est professionnel, il y a une forme de respect mutuel, parce que du coup, on sait que l'autre fait bien, tu vois, et en tout cas au mieux. Et surtout, heureusement, on est un peu différents. Parce que c'est pour ça qu'aussi les élèves, on aime bien qu'ils soient confrontés à nous deux. Parce que autant sur le fond, on est alignés dans les grandes lignes, autant on va pas faire passer le message de la même manière. Et c'est intéressant pour un élève, et toi aussi quand tu interviens à la prépa, tu vas pas forcément présenter les choses de la même manière que nous. Et ce qui est cool, c'est que l'élève, il aille dans la bonne direction, mais qu'on puisse lui donner plusieurs pistes qui l'amèneront toujours dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'à la prépa, on fait extrêmement attention au choix des intervenants, parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, mais une remarque d'un intervenant, il faut, si elle tombe à un moment précis,
elle peut t'influencer dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Nous, on fait évidemment en sorte que ce soit dans la meilleure direction possible. Donc ouais, coup de foot professionnel, respect mutuel, qualité complémentaire. Et qu'est-ce qui t'a plu chez Arnaud alors? Tu me dis, voilà, il y a eu un coup de foot professionnel, mais à quel endroit? C'est quoi? C'est son exigence, sa rigueur, sa persévérance, Ça, je l'ai vu après. sa sympathie, au Ça, je l'ai premier vu abord, après. est-ce qu'il est sympa, tu vois? Non, c'est pas le mot que j'emploierais. Euh, je dirais l'ambition. Ça veut dire que Arnaud, il va pas te dire. Moi, j'ai plutôt tendance, avant de me lancer dans quelque chose, le non tu l'as, le oui peut-être, ok, mais à vraiment baliser le terrain, à voir où on met les pieds, qu'est-ce qui se passe si on rate, etc. Tu vois, Arnaud, il a plus un côté, en fait, tu te poses trop de questions, il faut qu'on le fasse. Donc on va le faire. Donc maintenant qu'on sait qu'on le fait, on réfléchit à comment on va le faire. Et du coup, j'aime bien ce côté où, tu vois, c'est Arnaud qui a un peu impulsé le côté de lancer des livres. Il a toujours ce côté entrepreneur, donc on se complète bien là-dessus, mais lui, il a une vision, une ambition qui me plaisent, tu vois. Et après, derrière, oui, tu te rends compte de l'exigence, du fait sympa, etc. Mais au premier abord, je me suis pas dit, il est sympa, tu vois. Je me suis dit, c'est un gars, il sait où il va, il est hyper, peut-être parfois trop, à savoir où il sera dans quelques années, tu vois. Et c'est quelqu'un qui prévoit beaucoup. Moi, je prévois un peu moins. Et donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est bien entendu, tu vois. Et alors, une journée type avec Arnaud, c'est quoi? Tu me dis, voilà, on se voit le lundi, le mardi, on lance l'idée. Les journées type? Journée type, ça dépend. On fait pas mal d'interventions en école, donc ça, c'est des journées qui sont un peu à part. On va interviewer les responsables PGE sur ce qu'ils proposent. L'idée, c'est on se rejoint au bureau aux alentours de 9h. On travaille jusqu'à 13h. Pause déj. Souvent on regarde des vidéos, on a les mêmes centres d'intérêt, tu vois, un peu politique, géopolitique, on a des humoristes qu'on aime bien aussi, qu'on regarde, et ensuite on reprend le boulot, 14h, 18, 19, 20, 21, un peu plus souvent, et en fait voilà, on est tous les deux. Après l'équipe elle s'est un petit peu étoffée bien sûr, mais je veux dire en tout cas ça fait 10 ans qu'on est tous les deux, et ça aurait pas pu marcher s'il n'y avait pas cette alchimie, tu vois. Alors, je vais te poser la question, mais tu as plus ou moins répondu. C'est est-ce que c'est plus difficile de choisir son associé que son partenaire de vie? Tu me dis que tu vois plus ton associé que ton partenaire de vie. Quelqu'un qui veut faire l'entrepreneuriat comme ça aussi, comment on doit choisir son associé selon toi? Moi, je dirais de choisir un associé d'abord qui a les mêmes valeurs que toi. Ça, c'est méga important. C'est pas du bullshit d'entretien de motivation. Les valeurs, c'est important. Parce que derrière, quand tu vas fixer tes prix, tu vois, par exemple, sur le tarif boursier à la prépa, en fait, la question, elle s'est pas posée, tu vois. Évidemment, ça nous fait moins de rentabilité. Évidemment, on préfère, tu vois, d'avoir des tarifs pleins. Mais la question, elle s'est pas posée parce qu'on est aligné sur la vision. Et donc, du coup, les valeurs, ça, c'est la base. Parce que sinon, tu t'engueules sur tout, t'es d'accord sur rien, et tout met 4 plombes. Alors que l'entrepreneuriat, c'est au contraire faire vite. Deuxièmement, c'est la complémentarité. Faut pas être bon dans les mêmes choses. Et troisièmement, donc ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, et troisièmement c'est le côté bien sûr humain, de bien s'entendre, quoi, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, que tout soit pas un débat, tu vois, on va au resto, on aime bien les mêmes trucs, tout est simple en fait, parce que aussi on fait les efforts pour que ça le soit. C'est un peu comme un couple, hein, tu dois faire des compromis, des concessions, et t'as envie que ça se passe bien, t'es dans un mood professionnel où t'as envie que ça réussisse, et honnêtement, se lancer seul, je dis pas que ça marche pas, hein, mais honnêtement, c'était pas fait pour moi. Tu parles beaucoup justement de cette dimension humaine, de voir justement les valeurs, l'égalité des chances. Est-ce que ça s'exprime dans d'autres dimensions de ta vie? Est-ce que tu as pu l'expérimenter justement? Parce que B2 rugby, c'est pas l'assaut humanitaire d'HEC. Alors non, c'est pas l'assaut humanitaire d'HEC, j'ai fait une autre asso, si on veut rester sur les assos, qui s'appelle Solidarité France-Népal. J'ai eu l'occasion d'aller passer 2 mois au Népal pour participer à un projet caritatif dans un village. Et c'était pas du tout fait exprès, mais je retrouvais un peu d'éducation parce que je donnais aussi cours à une classe, entre autres, en plus de construction de toilettes, tout ça. Donc Solidarité France-Népal, ça a été un truc important. Et moi, je suis assez investi dans des assos. Enfin, c'est pas un truc dont j'aime bien parler parce que tu vois, pour moi, c'est un truc perso. Je fais assez attention aux assos des animaux.
Tu vois, j'ai recueilli le chat qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Olive. Je fais des dons, des trucs comme ça. Bon, c'est pas un truc que je mets en avant. Et aussi sur la prépa, tout à l'heure, je t'ai parlé du tarif boursier. C'est une forme aussi de ça. Et on a aussi 1 € qui est reversé à l'UNICEF pour chaque préparation qui est réservée chez nous. C'est quelque chose qui, évidemment, pris comme ça, va pas changer la face du monde, évidemment. Mais en fait, si chacun faisait ça, ce serait déjà peut-être pas plus mal. Donc, à notre échelle, on essaie de faire des trucs. Pourquoi tu veux préparer des AST alors que tu étais un ASC? Est-ce que, alors, j'aime bien poser de doubles questions, je ne l'ai pas trop fait là, je me suis un peu contenu, du coup je me lâche. Et est-ce que tu es réellement capable de te mettre à leur place et de les conseiller justement? Toi qui n'es pas passé, tu l'as dit toi-même, moi j'ai besoin de faire mon montage-mage parce que c'est inconcevable de ne pas passer par le même trajet que les étudiants que je vais préparer. Tu n'as pas fait le trajet AST et pourtant aujourd'hui tu les prépares. Ouais, je te répondrai de plusieurs manières. Je te répondrai que je suis largement meilleur aujourd'hui qu'il y a 12 ans. Dans cette compréhension, je parle, dans le fait de me mettre à leur place, parce que ça fait 12 ans que je parle qu'à des AST tout le temps. Déjà, Arnaud, c'est un AST, donc il m'a appris aussi à comprendre ça. Et depuis 12 ans, tous les jours, je parle à des AST, je les écoute, je les comprends, etc. Ensuite, les AST, les ASC, c'est pas toujours des profils différents. Je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit quelle était ton autre option, la fac et les admissions sur titre. Donc, disons que... Tu m'as même dit que si tu avais pu et si tu avais connu, Ouais. tu aurais fait les AST. Ouais, ben oui, parce que oui, tu peux faire de l'associatif, tu peux faire un Erasmus, et derrière tu peux intégrer les mêmes écoles. Ouais, franchement, humainement, tout à l'heure je t'ai dit la prépa, stimulation intellectuelle et tout, honnêtement, dans l'université, dans les parcours AST, il y a de la stimulation intellectuelle différente. Quand tu vas en Erasmus, c'est une super stimulation aussi, c'est une expérience de vie exceptionnelle. J'ai eu la chance de la faire après mon immersion internationale. Mais je veux dire, moi tout à l'heure, tu as employé une expression qui était, je crois que tu as dit la voie royale. Moi, en fait, j'ai pas du tout cette vision-là. Je me dis que chacun a un parcours de vie qui fait que si à un moment il veut rejoindre une école de commerce, les écoles de commerce, elles leur proposent de le faire, et je suis là pour les aider. Et ok, peut-être qu'on n'a pas fait le même choix d'orientation post-bac, ok, mais j'ai été comme toi avant, j'espère que tu seras comme moi après, ça veut dire que tu auras intégré une école qui va te permettre de t'épanouir, et au moment où je te conseille, tu es en train de préparer des concours. Donc moi, c'est ça que je reçois, et là je me reconnais parce que ça reste les mêmes ressorts, donner le meilleur de soi pour réussir son concours, point, pas de regret. 12 ans que tu fais ça, t'en as pas marre? Non, pas du tout. Il n'y a pas J'adore. un jour où tu te dis, ah là, franchement, le Taj-Maj, Non, c'est les 6 mêmes sous-tests. non, zéro, j'adore. Tu me dis, il faut mettre à jour le livre, chaud. Il faut créer des polis, chaud. J'adore. J'adore parce que à la fois j'aime bien la matière, le Taj-Maj, les entretiens de motivation j'adore aussi, les dossiers j'aime bien, mais aussi parce que t'es utile en fait. Et chacun, je trouve, doit être utile à sa manière, et moi je pense que j'ai trouvé ma manière d'être utile. Donc oui, bien sûr, il y a des moments où t'as pas envie de travailler, t'as des coups de mou, t'as envie d'être en week-end, oui, évidemment. Mais est-ce que j'ai une lassitude de ce métier? Non. Et surtout, si on avait une lassitude de ce métier, là, au tournant qu'on vient de prendre, on n'aurait pas lancé le groupe, tu vois. Et là, on sait qu'en se relançant, on repart pour peut-être encore 15 ans, tu vois. Et du coup, non, et la question s'est même pas posée, en fait. Il paraît que tu connais le prénom de chacun de tes élèves. Ouais. C'est ce que de ce que j'ai comme réputation. On te donne un prénom, c'est ancré à vie. Ouais, c'est ton super pouvoir. Je peux te dire l'année, je peux te dire où il était dans la salle, je peux te dire l'école qu'il ou elle a intégrée. J'exagère un peu, mais en tout cas, nous, l'avantage aussi à la prépa, c'est qu'on a des petites classes. Donc ça aide. Tu vois, dans les cours, ça peut arriver qu'on soit jusqu'à 30, mais pas plus, tu vois. Et la plupart du temps, on est entre 10 et 15 dans les classes. Tu peux pas faire de la pédagogie du sur-mesure si t'es dans un amphi. Au-delà de ça, je me fais un point personnel à appeler les gens par leur prénom, parce que je veux qu'ils soient considérés. C'est pas un élève que j'ai en face de moi, c'est Guillaume qui a tel âge, qui est dans telle université, qui a envie d'intégrer telle école, qui a tel parcours. Et du coup, ma classe, je la connais parce que j'apprécie ces élèves que j'ai en face de moi, je les considère. Et je pense que si tu les considères, c'est naturel après.
Voilà. Après, voilà, je fais le max et parfois je me trompe et on m'en veut pas parce que, en général, l'étudiant, il apprécie l'effort que tu fais d'essayer de retenir le prénom. Je remonte un peu dans le temps parce que c'est une question qui me vient. On a un discours à la cérémonie d'HEC pour son diplôme quand on est diplômé ou pas? Ouais, on a un discours de diplomation. Euh, il est beaucoup moins marquant que le discours d'entrée. Le discours d'entrée, en fait, tu te rends compte que tu mets le pied dans quelque chose d'inimaginable. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois ta famille qui a beaucoup d'émotions, etc. Mais je parlais de toi. Est-ce que toi, tu as fait un discours Non, alors moi, non. Non, j'ai pas fait de discours. Moi, j'ai fait un discours au gala, au dîner de gala de fin d'année, qui précède le jour de la diplomation. Donc, j'ai pas fait le discours de la diplomation officielle, j'ai fait le discours du gala. Toujours sur mon thème, humour. Toujours avec les gens que je connais, donc forcément, ça rigole un peu plus facilement. Et ensuite, j'ai fait de ma spécialité les discours de mariage. Donc, tous mes potes qui se marient, je suis là pour le discours de mariage. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Puisque elle a assisté au discours de mariage que je faisais pour un pote à moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ils en pensent quoi, tes potes, justement, d'HEC, de ton parcours? Parce qu'on pourrait se dire, tu l'as dit toi-même, voilà, en général, on fait conseil en strat, on fait, on devient banker, M&A. Ils en pensent quoi de ton parcours qui sort des sentiers battus Ouais, d'une ou certaine manière? marketing, ou RH, enfin en tout cas on fait des Oui, métiers oui. entre guillemets traditionnels qu'on découvre en M1. Ils en pensent quoi? Au début ils trouvaient ça bizarre. Et ensuite, ils ont vu que c'était une passion, une vocation. Et donc aujourd'hui, c'est évident. Aujourd'hui, ça a plus pris encore, depuis qu'on a lancé le groupe, le côté entrepreneur vraiment installé. Et donc, du coup, ils assimilent ça aussi à de l'entrepreneuriat. Et donc, entre guillemets, ils le raccordent à un truc qu'ils connaissent un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, on avait un profil un peu électron libre qui pouvait surprendre. Et même dans ma famille. Au dîner de famille, quand est-ce que tu vas commencer un vrai métier, quoi? Et du coup, je disais, non, désolé, mais c'est ça mon métier, c'est de former des gens et de les aider à intégrer les meilleures écoles. La question que tu préfères poser à un étudiant en oral blanc, c'est laquelle? Alors, je sais que tu vas me dire tous les étudiants sont différents, ça dépend de l'échange que j'aime, mais est-ce qu'il y a une question, t'aimes bien la poser, elle est pour toi assez révélatrice? Ouais, C'est j'aime quoi? bien. Chaque jury a ses questions au cas où l'entretien ne repart pas, etc. Moi, j'aime bien demander. J'aime bien la question du dîner. Si tu pouvais convoquer 3 personnes à un dîner, vivantes ou mortes, qui est-ce que tu convoquerais? Je trouve que c'est une question qui permet à l'étudiant de partir dans pas mal de directions. Il peut inviter 3 personnes du même champ ou alors de champs différents, français, internationaux. C'est une question qui permet de relancer un entretien qui parfois démarre moins bien parce que du coup on part dans plein de directions, ça ouvre plein de ramifications, donc je l'aime bien. Après, comme tu l'as dit, en fait c'est à l'étudiant de te guider vers les questions qu'il a envie que tu lui poses. Après, tu as eu 507 otages match, donc je suis sûr que tu as déjà prédit ma question suivante. Si tu devais aller à un dîner, que tu pouvais inviter 3 personnes de ton choix, voilà, si tu devais répondre, Je l'ai pas du tout tu l'as vu pas du venir. tout venir. Pas du tout, Très mais important, avec du j'avais recul, pas la sensation d'être discret, mais avec vas-y. du recul, je me dis que c'était débile de pas le prévoir. Raphaël Nadal, évidemment. Côté tennis, persévérance, respect, quoi. Respect, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, Federer, c'est la classe. Respect aussi, mais Nadal à la base il devait pas gagner tout ce qu'il a gagné, il l'a eu à la force du poignet et respect. C'est là Un, où tu t'identifies à lui d'ailleurs. Avec ton histoire, c'est pas quand que on je voit. m'identifie, c'est que je l'admire en fait. C'est Ok. pas, j'aurais jamais la prétention de dire, enfin, Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose quand on voit l'histoire de ta grand-mère qui débarque, doit mener 3 métiers à la fois? T'as pas dans ta famille personne n'a le bac. Aujourd'hui, ils ont quand même un diplômé d'HEC. Il y a aussi cette notion-là. Il n'y a pas besoin de gagner, je sais plus combien de centaines de Roland Garros pour que ce soit. t'as raison. Mais je dirais plutôt que c'est peut-être ça qui m'a fait l'admirer, mais encore loin, je dirais. Ça, c'est le premier personnage. Deuxième personnage, enfin deuxième personne, je dirais que moi, il y a un gars que j'admire un peu dans l'histoire et c'est un bon exemple d'entretien aussi. Bon, le reprenez pas tous, sinon ça gâche le Ah bah truc. là, je pense que tout le monde prend des notes. Voilà. C'est quelqu'un qui s'appelle Alan Turing. Qui a décrypté le code des nazis. Mhm. Et je trouve que, pareil, il y a un peu ce côté, on m'avait dit que c'était pas possible et en fait on l'a réussi. Et je pense que c'est un peu ça qui fait ma table, tu vois. Et qui aurait épargné des millions des millions de morts parce que du coup il a économisé, d'après les historiens, jusqu'à 2 ans de guerre. Donc assez intéressant ce gars. Et en plus il a une histoire particulière parce qu'il était homosexuel, il a été répudié de sa nationalité anglaise alors qu'il avait sauvé l'Europe.
Et derrière, il a été je sais pas comment on peut dire, renationalisé, je sais pas si c'est le bon mot, à titre posthume. Je trouve que c'est assez intéressant. Très bon film avec Benedict Ouais. Cumberbatch. Ouais, Machination Game, je crois, ou C'est ça, ça. ouais. Et d'ailleurs, certains disent que le logo d'Apple avec une pomme croquée viendrait de lui parce qu'il s'est suicidé avec une pomme empoisonnée. D'accord. La légende dit que ce serait peut-être ça. Et on en a beaucoup parlé pendant l'entretien, ce serait ma grand-mère maternelle. Parce que, je sais pas... je pense qu'on peut pas savoir ce que c'est d'être dans une chambre de bonne sans eau potable. Et c'est vrai que parfois, quand je le dis, je me dis, peut-être t'exagères, parce que moi, j'ai pas connu ça, tu vois. Mais ma mère, elle a grandi dans une chambre de bonne où il n'y avait pas l'eau. Et par leur travail, elles ont réussi à offrir à leurs enfants une condition royale, quasiment, enfin, par rapport à d'où elles venaient. Et juste pour la revoir, quoi. Il y a Arnaud qui va arriver après toi, après cette interview, après cet entretien. Si tu devais le présenter en 1 minute, tu dirais quoi? Ça nous fera la fin, c'est ça? Presque, j'ai encore 2 questions. Si je devais présenter Arnaud, je dirais, tout à l'heure on en a déjà parlé, c'est quelqu'un un peu fou, dans le sens où rien n'est trop grand, et c'est qu'une question de temps, mais il va réussir à faire les trucs. C'est quelqu'un qu'il faut apprendre à connaître, parce que du premier abord, il peut être difficile à cerner, difficile à... Parfois il fait beaucoup de second degré, parfois c'est pas toujours... Il faut apprendre à le connaître. Des défauts aussi quand même, non? Alors j'allais te poser la question, j'allais dire son plus grand défaut, parce que là, évidemment, c'est... Je dirais qu'il est un peu de mauvaise foi. Un peu de mauvaise foi. On verra ce qu'il en dit après. Voilà, Vas-y, on dis-moi. verra. J'espère qu'il dira du bien de moi, mais un peu de mauvaise foi au sens où il va trouver un moyen de dire qu'il avait raison, parce qu'on a mal compris ce qu'il a voulu formuler, qu'on n'a pas bien anticipé ce qu'il voulait dire, etc. Je trouve que c'est pas mal d'en avoir un peu, un tout petit peu. Et du coup, peut-être qu'il doit un peu travailler là-dessus. Il en a peut-être un tout petit peu trop. Maintenant, voilà, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, tous les jours. Il y a 99% de qualité et voilà, un petit axe d'amélioration, quoi. Et sa plus grande qualité, celle que tu préfères chez lui? Je t'ai dit tout à l'heure, son ambition, le côté où tout est possible, le côté où ça prendra le temps que ça prendra, mais on deviendra le groupe leader d'éducation français et on le sait. Peut-être moi j'ai moins ce côté j'attends. Moi j'ai plus le côté j'attends de voir et on regardera derrière ce qui s'est passé. Lui il a plus le côté vision. Et puis 2 questions. Ta réputation auprès des élèves, c'est quoi? Et non, juste pardon, et il est très drôle aussi. Ah, il est très drôle. Donc, voilà. Ma réputation auprès des élèves, c'est beaucoup d'empathie. Ça doit être un appel. Beaucoup d'empathie. J'écoute. Moi, les élèves, ils peuvent se confier à moi. J'écoute. J'ai une oreille attentive. Tout à l'heure, tu disais les prénoms. Je me rappelle aussi des histoires. Et je garde contact avec plein d'anciens étudiants par LinkedIn. Un petit salut, ça va, je suis ton parcours de temps en temps. Et du coup, j'espère qu'il te dirait ça. Au-delà, je parle même pas du Taj-Mahal, du dossier, tout ça. J'espère qu'il te dirait quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dévoué, qui est honnête. J'espère qu'il te dirait ça. Et la réputation d'Arnaud? La réputation d'Arnaud, c'est plutôt une réputation... il a plus un aspect mentor. Il aime bien dire que c'est José Mourinho, tu vois. Le côté un peu stratège, le côté où il anticipe les trucs. Et donc, il est assez fort, justement, aux élèves pour leur transmettre ce côté vision, la bonne punchline, au bon moment, dans l'entretien. Et c'est vrai que souvent, ça fait la diff. Et parfois, moi, quand je fais passer un étudiant à la prépa, je dis « Ah, je reconnais la petite patte Arnaud » parce que, ouais, c'est la bonne punchline au bon moment. Et en fait, le concept, il est expliqué, tu vois. Et du coup, je pense qu'il a cette réputation-là, au-delà, bien sûr, de l'écoute, du fait de toujours vouloir faire des choses excellentes, de fait que si le poli, il n'est pas 100% à jour, on va tous les deux le refaire, parce qu'on ne fait pas de l'à peu près, tu vois. Au-delà de ça, j'espère qu'il te dirait ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu rajoutes avant de ça, c'est une question que je demande toujours aussi en entretien. Je ne veux pas qu'un étudiant, que ce soit en jury officiel ou en oral blanc, allez hop, le chat, c'est parti. Je veux pas qu'il soit frustré de ne pas avoir pu parler de quelque chose. Est-ce que je rajouterai quelque chose? Non, merci de m'avoir reçu. On est 100% dispo pour ceux qui en ont besoin. J'espère que l'idée, c'est à la fois de parler de moi et aussi à la fois de parler de la philosophie et de dire que l'éducation, c'est pas un sujet à prendre à la légère. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait me rappeler de pas mal de bons souvenirs. Ça m'a fait évoquer des personnes qui étaient chères. Et je souhaite un bon courage à tous ceux qui nous regardent. Ayez le courage de vos ambitions. Visez haut.
Peut-être terminer là-dessus, le non, tu l'as, le oui, peut-être. Donc, allez-y. Ouais, je réponds quand même, j'ai passé un excellent moment. Je te remercie Joachim pour ta sincérité, pour ce partage, Merci à toi, Guillaume. justement. Salut, Merci. salut bien. Merci.